Un 5e cas en France de la forme humaine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La jeune femme âgée d'une trentaine d'années a décidé de porter plainte contre l'État pour empoisonnement. Le général Ossarès, condamné symboliquement à une amende de 7 500 € pour son livre témoignage sur la torture en Algérie. Le général Ossarès a décidé de faire appel. Politique avec l'impatience des Français et des petits candidats à la présidentielle qui pressent Jacques Chirac et Lionel Jospin de se déclarer. Si l'on croit un sondage publié aujourd'hui, 65% des Français souhaitent qu'on entre au plus vite dans le débat. 4 mois après les attentats de New York, les compagnies aériennes et les tours opérateurs ont du mal à s'en remettre. Du coup, ils offrent des voyages à très bas prix, la tournée des bonnes affaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis aujourd'hui est diffusée sur toutes les chaînes de télévision une campagne de prévention contre la pédophilie, et ce au moment même où sort une nouvelle affaire sordide de violence sexuelle. Dans le Vaucluse, une assistante sociale jouant de son statut et son ancien amant sont accusés d'avoir vendu de jeunes adolescents. Ils ont été écroués. Enquête, Michael Darmon, Benoît Jourdan. La bâtisse est abandonnée. Elle a été une des éphémères adresses entre 1986 et 1991 du lieu de vie baptisé l'Ouraga, un centre destiné à l'accueil de jeunes adolescentes en difficulté. Un centre toujours à l'écart de la vie du village. C'est vrai que c'était pas une population, c'était une population un peu particulière qui y habitait, mais comme c'était un endroit relativement retiré de la commune, je veux dire, on n'était pas tout le temps avisé de ce qui s'y passait. 10 ans après sa fermeture, l'affaire révélée aujourd'hui par le quotidien La Provence pourrait apporter une toute autre lumière sur les activités de ce lieu de vie qui déménageait tous les 2 ans. Nous avons devant nous un dossier qui est terrifiant. Il est terrifiant parce qu'on y voit des personnes adultes qui profitent du fait que le service public leur confie des enfants ou des jeunes majeurs pour exercer sur eux des violences et des viols dans des conditions épouvantables, et en plus gagner de l'argent. Selon l'enquête, l'assistante sociale liée au conseil général qui dirigeait ce lieu de vie aurait laissé son compagnon exercer des violences sexuelles sur des jeunes filles mineures. On s'est donc rendu compte qu'il s'était passé des choses extrêmement graves dans ce lieu de vie, qu'une personne qui était ancien membre du conseil général et en disponibilité au moment où elle a géré ce lieu de vie, l'avait donc géré. Pourtant, Isabelle Desmoutiers, incarcérée à Avignon depuis 48 heures, est aujourd'hui responsable du centre médico-social de Cavaillon. La justice cherche à contacter d'autres éventuelles victimes. À ce jour, 2 plaintes ont été déposées par des anciennes pensionnaires du lieu de vie. Le livre avait fait scandale en mai dernier. Le général Ossarès racontait en détail la torture et les exécutions sommaires auxquelles il a participé pendant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à une amende de 7 500 €, une condamnation pour l'exemple, une condamnation symbolique. Le général Ossarès, qui a toujours revendiqué ces pratiques parce que nécessaires selon lui, a décidé de faire appel. Yasmina Farber, André Sera. Cet ancien combattant est venu écouter le jugement du général Ossarès. Il repart déçu en chantant la Marseillaise, car son général vient de perdre une bataille juridique. Il est bien reconnu coupable de complicité d'apologie de crimes de guerre, coupable d'avoir justifié dans son livre l'usage de la torture en Algérie. Et il faut qu'on se batte, non pas tant pour le livre du général, mais pour qu'on puisse en France exprimer sa conception de l'histoire sans être soumis à la férule de professeurs de droit, de juges qui visitent l'histoire selon leur conception. Une amende de 7 500 € pour Paul Ossarès, 15 000 € pour les éditeurs. Le tribunal estime qu'ils n'ont pas mis en garde les lecteurs en expliquant que les actes relatés étaient des crimes de guerre. De qui se moque-t-on? Doit-on aujourd'hui intervenir dans les livres, censurer pour rendre une vérité intolérable tolérable? Mais pour les 3 associations qui s'étaient portées partie civile, c'est une condamnation importante et symbolique de la torture. Ce que le tribunal a stigmatisé, c'est d'avoir dit que c'était la chose normale et qu'il s'en vantait. Effectivement, de la même manière qu'il est interdit de dire sale arabe ou sale juif en droit français, il est interdit aussi de dire qu'on a raison de torturer. À 83 ans, Paul Ossarès est aujourd'hui l'auteur heureux d'un best-seller vendu à 100 000 exemplaires. Mais pour la justice, son livre n'est pas un témoignage, c'est une auto-justification.
Selon le tribunal, les éditeurs ont présenté le vieux général comme un héros de roman. Ils ont ainsi pris le risque de faire émerger de nouveaux tortionnaires. Un jugement inacceptable pour ceux qui ont publié l'ouvrage et pour Paul Osarès. Ils ont déjà décidé de faire appel. Venons-en à la mutinerie à la centrale de Poissy qui a éclaté hier. Les dégâts sont très importants. La ministre de la Justice l'a constaté elle-même cet après-midi en se rendant sur les lieux. Les détenus considérés comme les meneurs ont été transférés vers d'autres établissements pénitentiaires. Stéphane Bretner, Abdel Zouyesh et Didier Daran. Une vingtaine de cellules, la bibliothèque, la cuisine, la salle informatique, tout est détruit. Le gymnase, saccagé. Les 14 meneurs de la mutinerie ont été transférés la nuit dernière dans 2 prisons parisiennes. Les autres détenus ont été isolés. En début d'après-midi, la fouille générale a commencé. La cinquantaine de surveillants est à la recherche d'objets dangereux. Il y a eu des objets qui ont disparu, notamment des outils qui peuvent servir d'armes, puisqu'il s'agit de cutters, de couteaux, de ciseaux, de pinces. Pour nous, il sera hors de question de travailler en sachant qu'il y a des armes qui peuvent se balader dans la détention. La ministre de la Justice s'est rendue sur place pour constater les dégâts. Elle a rencontré les syndicats de surveillants pour tenter de comprendre. Hier soir, la mutinerie a commencé par la révolte d'un détenu qui voulait téléphoner. Un coup de tête aux surveillants et la prison s'embrase. Dans ces bâtiments, les 220 prisonniers sont tous condamnés à de longues peines. La violence est d'autant plus imprévisible. On note dans les populations détenues des comportements qui malheureusement reproduisent la violence de l'extérieur. Et qu'on a à gérer des phénomènes qui sont relativement récents. Car cette mutinerie ne ressemble pas aux précédentes. D'habitude, elles sont déclenchées par des événements graves. Là, il a suffi d'un mot de trop pour que 80 détenus se rebellent. La droite majoritaire au Sénat vote un amendement proposé par Michel Charasse et qui autoriserait les policiers, tout comme les gendarmes, à faire usage de leurs armes après une simple sommation. Il est vrai qu'actuellement, les policiers ne peuvent le faire qu'en état de légitime défense. Une situation qu'il fallait changer, estime l'opposition. La gauche est contre. L'Assemblée ne devrait pas suivre le Sénat. Julie Benzoni, Jean-Louis Bousser. Sortir son arme, viser, mettre en joue, un droit pour les policiers. Mais ils ne sont autorisés à ouvrir le feu que lorsqu'ils sont personnellement menacés. C'est la légitime défense. Avec son amendement, Michel Charasse veut aligner les droits de la police sur ceux des militaires de la gendarmerie. Par exemple, pouvoir tirer sur une voiture en fuite. Donc il y en a un qui a le droit de défendre la société et de faire respecter la loi et pas l'autre. Comment voulez-vous qu'on parle de lutter contre l'insécurité et de favoriser la tranquillité publique sans donner aux forces de l'ordre les moyens dont elles ont besoin? L'amendement Charasse satisfait les syndicats de police de droite. Mais la Ligue des droits de l'homme craint des dérives, des bavures. Ils ne veulent pas que l'on oublie la principale vocation de la police. Les policiers sont là pour arrêter les délinquants. Tuer un délinquant, c'est toujours un échec de la justice. Ce qu'il y a d'important, c'est effectivement qu'on puisse les appréhender. Hier, le Sénat a voté l'amendement. C'est la droite majoritaire qui a soutenu le socialiste Charasse, alors que la gauche a voté contre son texte. C'est maintenant à l'Assemblée nationale d'examiner l'amendement. La majorité de gauche le repoussera certainement, mais les députés n'échapperont pas au débat. Un 5e cas en France de la forme humaine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a décidé de porter plainte contre l'État pour empoisonnement, même si le diagnostic de sa maladie ne pourra être établi avec certitude qu'après son décès. Jérôme Cheval, Didier Ranker. C'est en juin dernier, juste après son accouchement, que l'on a décelé la maladie chez une jeune femme de 30 ans. C'est le 5e cas de la forme humaine de la maladie de la vache folle identifié en France ces 2 dernières années. Une plainte vient d'être déposée pour empoisonnement et homicide involontaire, une plainte indispensable aux yeux des associations de victimes. Ce n'est pas un objectif de vengeance, c'est de demander à la justice d'établir la chaîne de responsabilité pour que ça ne recommence pas. Et avec l'affaire du sang et tous les autres scandales sanitaires, ça n'a eu que trop tendance à recommencer. Seuls 5 cas répertoriés à ce jour, pourtant la crainte d'une épidémie demeure. Il y a des aspects scientifiques importants liés au type génétique des individus qui montrent que nous ne sommes peut-être qu'au début du phénomène. Les spécialistes de la maladie ne partagent pas du tout ce point de vue. Les dernières projections ayant été revues à la baisse, seuls quelques dizaines de cas en France dans les prochaines décennies. Il
faut être rassurant et rassuré sur toutes les mesures qui ont été prises pour éviter qu'il y ait une poursuite de la contamination par voie alimentaire à partir du cheptel bovin, hein, avec notamment la campagne de tests systématique qui est faite à l'heure actuelle. La quinacrine, une molécule déjà utilisée en parasitologie, est testée en ce moment. Elle semble ouvrir un espoir de traitement pour les malades. Ceci nous amène à cette manifestation dans le Jura destinée à soutenir un agriculteur qui s'oppose à l'abattage de son troupeau alors que la maladie de la vache folle a été détectée sur l'une de ses bêtes vendues il y a 5 ans. Laurence de Cherves, Jean-Paul Chausset. Voisins, éleveurs ou simples consommateurs, syndicats et associations, ils sont tous venus soutenir Pierre. Depuis 3 mois, c'est toute sa famille qui résiste. Impossible pour elle d'admettre la décision qui la frappe. Après la découverte d'une bête atteinte de la maladie de la vache folle, les autorités veulent abattre les 274 bêtes du troupeau. Mes enfants, mon mari pensent la même chose, on pense la même chose. Hein? On ne peut pas laisser détruire un troupeau comme ça. Non. Il y a 50 ans de sélection, 50 ans de contrôle laitier. Et c'est dans nos tripes, c'est dans nos tripes. On ne peut pas faire autrement. Il faudra peut-être nous emmener avec. Tous s'insurgent contre cet abattage total. Pour eux, il n'y a plus de raison d'appliquer encore aujourd'hui ce principe de précaution. Je suis en colère contre l'abattage, systématiquement. Il y a différentes mesures de protection du consommateur qui ont été prises. Pourquoi tant tergiverser par rapport à l'abattage sélectif? Selon les scientifiques, c'est dans leur première année que les animaux contractent la maladie. Pierre est sûr de ne jamais leur avoir donné de farines animales. Mais le lait en poudre a pu contaminer une de ses vaches. C'est un troupeau qui est sain. Qu'on nous prouve vraiment où la bête a été contaminée et par quoi. Un arrêté ministériel très attendu par les éleveurs doit être pris dans les semaines à venir. L'objectif, épargner les veaux nés après le 1er janvier 2002. Insuffisant pour la profession qui voudrait sauver beaucoup plus de bêtes. Et dans l'Oise, 2 cas suspects de la maladie de la vache folle ont été détectés, touchant 2 troupeaux différents. On attend la confirmation des analyses avant de décider l'abattage des bêtes. Une première partie gagnée pour les employés grévistes d'un McDonald's parisien. Les prud'hommes ont ordonné la réintégration de 2 salariés. Une victoire provisoire puisque la direction pourrait faire appel. Peggy Leroy et Pascal Caron. Leur victoire, ils peuvent enfin l'exposer et la savourer aux portes même du McDonald's où ils travaillaient avant leur licenciement. Hier, Aziz et Amer ont obtenu au prud'homme leur réintégration dans ce restaurant. Un restaurant en grève depuis 93 jours, en signe de soutien. C'est aussi malheureux de voir qu'il a fallu en venir devant la justice pour montrer que le McDo, ils avaient tort sur toute la ligne, que leur dossier il était bidon, c'était vide. Tout le personnel les a soutenus. Aziz, Amer et 3 autres collègues étaient accusés d'avoir volé dans la caisse 150 000 €. Les manifestants dénoncent une discrimination syndicale. Les 5 accusés voulaient organiser des élections du personnel. Dans d'autres McDo, des débrayages de solidarité se sont multipliés, comme le 1er janvier dans le fleuron de la chaîne, sur les Champs-Élysées. Jamais le mouvement ne s'est essoufflé, au contraire. Résultat, un salarié a été réintégré par l'inspection du travail en décembre, 2 hier par les prud'hommes. Mais pour le gérant du McDo Strasbourg-Saint-Denis, cette décision de justice n'est qu'une manche de perdu. Le sentiment que j'ai, c'est que réintégrer ne veut pas dire blanchi. Déjà d'une, et qu'ensuite, au vu de ce que l'on sait de cette décision, on a fait appel tout de suite. McDonald's prend donc goût au combat, mais digère mal cette première défaite. La chaîne attend le résultat de l'enquête judiciaire en cours pour s'avouer totalement vaincue. Concernant maintenant le conflit des médecins généralistes, l'accord avec MG France a été entériné aujourd'hui par le conseil d'administration de la CNAM. Pour la plupart des syndicats présents, cet accord qui ne rassemble pas, vous le savez, l'adhésion du plus grand nombre des médecins ne permet pas une vraie sortie de crise. Seule la CFDT s'est dit satisfaite. Il n'est pas toujours facile de remplir correctement ses feuilles de soins, mais il est encore moins aisé pour la caisse primaire d'assurance maladie de rembourser le patient lorsqu'il a oublié d'inscrire son nom. Du coup, à Rouen, ces feuilles seront passées au pilon, une décision qui provoque un certain mécontentement chez les assurés. Martin Mouès.
Normalement, les nouvelles feuilles de soins doivent simplifier vos démarches. Mais à Rouen, si votre médecin ne remplit pas ses obligations, inscrire votre nom et votre prénom, et si vous êtes assez étourdi pour l'envoyer vierge à la Sécu, votre feuille finit à la poubelle. Les feuilles détruites veut dire forcément le non-règlement et le non-remboursement auprès des malades qui, eux, forcément attendent quelque chose. Pour la Sécu, sans le nom et l'adresse, il est impossible de rembourser un malade. Auparavant, la caisse d'assurance maladie renvoyait aux médecins les feuilles fantômes. Désormais, elle les détruit systématiquement. 1500 feuilles par mois au pilon depuis novembre. Pour se défendre, la direction fait remarquer que cela fait moins de 2 feuilles sur 1000. Jacques Chirac à l'école militaire pour les cérémonies du bicentenaire de Saint-Cyr. Le chef de l'État devant les élèves officiers a plaidé pour que l'armée soit mieux considérée. Par ailleurs, il a rappelé au respect de la discipline. L'école 102, elle a formé quelques 50 000 officiers, dont quelques noms des plus illustres comme MacMahon, le général de Gaulle ou le général Leclerc. L'élection présidentielle dans 3 mois tout juste, c'est Antoine Rufenacht, le maire RPR du Havre, qui assurera la direction de campagne de Jacques Chirac, un homme de terrain qui a été secrétaire d'État, président du Conseil régional de Haute-Normandie et maire du Havre depuis 1995. Pour Antoine Rufenacht, le choix du président de la République s'explique parce que, dit-il, il souhaitait avoir quelqu'un de très ancré en province. Évidemment, sa candidature ne sera officielle que lorsque le président de la République se sera officiellement déclaré. Et précisément, les Français s'impatientent. D'après un sondage CSA Le Parisien, 65% d'entre eux souhaitent que Jacques Chirac et Lionel Jospin déclarent leur candidature pour exposer au plus vite leur projet. Cette préoccupation semble également toucher l'entourage présidentiel qui, en partie, considère que le chef de l'État devrait rapidement entrer en campagne. Une stratégie politique qui varie selon les candidats et selon les époques. On remonte le temps pour voir à quel moment, dans d'autres élections présidentielles, les candidats ont choisi de se déclarer. Alexandre Cara. Vive la République! 1965, pour la première fois depuis plus d'un siècle, le président de la République est élu au suffrage universel. De l'Élysée, dans une mise en scène toute gaulienne, le président sortant s'adresse aux Français. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche. Il se déclare le 4 novembre, un mois seulement avant le premier tour. Le 19 décembre, il est élu, après avoir été mis en ballottage par un certain François Mitterrand. Cette fois, c'est celui qu'on surnomme VGE qui se lance dans la course à l'élection. Et toujours, l'Élysée en toile de fond. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Il l'annonce un mois et demi avant le premier tour, alors que ses adversaires sont déjà en campagne. François Mitterrand l'emporte. Pour la première fois sous la Ve République, la gauche s'empare de l'Élysée. 88, rupture avec la tradition. C'est d'un plateau de télévision que François Mitterrand se déclare candidat, 4 semaines à peine avant l'élection. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Jacques Chirac avait pris les devants, il a choisi Matignon pour annoncer sa candidature. Résultat, il est largement battu. 1995, alors que Jacques Chirac bat déjà la campagne, son ami de 30 ans se déclare, 3 mois avant le premier tour, dans ses habits de Premier ministre. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Un choix qui ne lui porte pas chance. Le 7 mai, c'est Jacques Chirac qui est élu. 2002, un jeu de clair-obscur, un président non déclaré et un candidat probable laissent planer le doute, mais seulement sur la date de leur entrée en campagne. Enfin, Jean-Pierre Chevènement, comme d'ailleurs d'autres candidats à la présidentielle, appelle le chef de l'État et le chef du gouvernement à, je cite, sortir de l'ombre pour qu'ait lieu le débat présidentiel qui appartient à tous les Français. Fin de citation. Et puis ce soir, Édouard Balladur demande à Jacques Chirac de se déclarer rapidement. L'actualité internationale, climat d'extrême tension en Israël et dans les territoires. Ce matin, un nouvel attentat suicide s'est produit dans un quartier populaire de Tel Aviv. Charles Anderlin, Alon Grégo, Talad Abouramé. Le bilan aurait pu être beaucoup plus élevé. Il y a 25 blessés, dont 3 dans un état grave. Le kamikaze palestinien a choisi de faire fonctionner sa ceinture d'explosifs dans une rue très fréquentée du quartier Neve Sha'anan à Tel Aviv. Cela après l'attentat suicide de mardi dernier à Jérusalem et alors que les chefs de la police et de l'armée ont lancé de nouvelles mises en garde, il y a des risques immédiats d'attentats encore plus graves, encore plus sanglants.
Une insécurité à laquelle la foule réagit en réclamant un durcissement des mesures à l'encontre des Palestiniens. Il n'y a rien à faire, rien. Dans ce pays, ils décrètent l'alerte à Jérusalem, tous les policiers sont là-bas, et ça se passe ici. Maintenant, ils vont les déployer à Tel Aviv, et ça se passera à Jérusalem. Et de proposer l'élimination d'encore plus de Palestiniens. Et en Cisjordanie et à Gaza, le ton monte. À Khan Younes, en fin de matinée, des milliers de personnes ont réclamé vengeance lors des obsèques de Baker Hamdan, un chef de la branche armée du Hamas, tué la nuit dernière par un missile israélien. Et à Ramallah, des chefs islamistes ont à nouveau promis la guerre à outrance contre Israël. Cela s'est passé à quelques centaines de mètres des chars israéliens déployés près du bureau d'Arafat, le chef de l'OLP, dont la situation est de plus en plus précaire. Et en effet, cette déclaration de George Bush, le président américain se dit très déçu par Yasser Arafat, qu'il accuse de renforcer la terreur. À Kaboul, l'arrivée de Kofi Annan pour une visite symbolique en Afghanistan. Le secrétaire général des Nations Unies a passé quelques heures sur place. Rencontre avec Hamid Karzai, le chef du gouvernement provisoire. Au cœur des discussions, bien sûr, la reconstruction de l'Afghanistan. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse pour annoncer la création d'une commission qui préparera la tenue à venir de l'Assemblée qui désignera le prochain gouvernement. Et puis l'Inde a procédé aujourd'hui au tir d'un missile nucléaire de moyenne portée, une démonstration belliqueuse selon le Pakistan qui n'incite pas à la stabilité dans la région. L'Inde se défend de son côté de toute provocation. Revenons à présent sur cette catastrophe maritime évitée de peu hier au large du Finistère. Un pétrolier portant dans ses flancs 30 000 tonnes de kérosène s'est engagé à contresens dans le rail d'Ouessant. Fort heureusement, il a été détourné, mais de justesse. Claudine Gilbert. Le rail d'Ouessant, une autoroute maritime très fréquentée à moins de 40 km des côtes bretonnes. Normalement, les bateaux ne se croisent jamais, mais hier, dans la voie centrale, un pétrolier s'engage à contresens. À son bord, 30 000 tonnes de kérosène. Il s'agit du Aegea Lion, un navire sous pavillon de Singapour. De justesse, on évite une nouvelle marée noire. Ce bâtiment, vraisemblablement, ne connaissait pas le dispositif de séparation de trafic d'Ouessant, ni ne possédait de carte donc, du coin. Le préfet maritime a fait appareiller l'abeille Flandre qui se trouvait donc au Stif pour rejoindre la zone et également détourner un avion de patrouille maritime. Au tout dernier moment, le pétrolier alerté parvient à éviter la collision avec deux gros transporteurs. Cette fois-ci, on a donc échappé à la catastrophe. Mais cette zone est bien connue pour son caractère dangereux. 150 navires y transitent quotidiennement. Un nouveau rail est bien prévu, plus au large et mieux surveillé, mais pas avant 2003. Le navire, lui, a continué sa route vers Amsterdam. Son capitaine devra s'expliquer devant les autorités des Pays-Bas. Les avions sont autorisés depuis hier à voler plus près les uns des autres. En effet, pour absorber l'augmentation du trafic, la distance verticale des couloirs aériens passera de 600 mètres à 300 mètres. Ce système, dit-on, devrait être performant sans remettre en cause la sécurité. Stéphane Despinois. Fini les vols en solitaire, les passagers vont devoir s'habituer à voler en escadrille. Jusqu'à présent, à 9000 mètres d'altitude, les avions devaient respecter un écart de 600 mètres avec l'appareil le plus proche. Désormais, le millefeuille se resserre, l'écart est réduit à 300 mètres dans tout l'espace aérien européen. On peut comparer cela au système routier. Nous doublons le nombre de voies et pour les croisements, nous créons des couloirs en dessous et au-dessus, de sorte que dans le ciel, vous avez plus de capacité. Plus de fluidité en altitude, encore faut-il qu'à l'atterrissage, les aéroports suivent la cadence. La sécurité, elle, est préservée, même si les avions s'empilent dans le ciel, car les radars et les altimètres n'ont cessé de se perfectionner. Si nous acceptons de réduire l'espacement entre les aéronefs, c'est bien parce que toutes les mesures de sécurité ont été prises, parce que les équipements à bord sont fiables, parce que les équipements au sol le sont également, parce que nous avons été formés pour cela. Et donc pour nous, il n'y a pas aujourd'hui de problème réel de sécurité dans cette réduction d'espacement vertical. Chaque contrôleur aérien doit surveiller à lui tout seul une quinzaine d'avions. Pour faire face à l'augmentation du trafic, l'aviation civile embauche 200 aiguilleurs du ciel chaque année.
4 mois après les attentats de New York, les tours opérateurs et les compagnies aériennes ont bien du mal à s'en remettre. Les Français n'ont pas forcément en ce moment le goût des voyages. Du coup, c'est la grande braderie et les bonnes affaires pour ceux qui ont envie de jouer les touristes. Vincent Fourcade, Claude Barnier. La bonne affaire, une semaine dans un club en Sicile, 500 €. À moins de 3 300 francs, il est vrai que le prix du voyage a de quoi vous faire pousser les ailes pour découvrir le monde. Ça reste vraiment des bons tarifs, on n'a pas ces tarifs-là pour aller en France en général. Des prix au rabais pour relancer une industrie du tourisme en panne depuis les événements du 11 septembre. Une semaine, tout compris en Égypte ou aux États-Unis, peut ainsi se négocier à moins de 500 €. Des tarifs exceptionnellement bas, mais attention, les places sont en nombre limité. Car les compagnies aériennes, également touchées par la crise, ont dû réduire le nombre d'avions en activité. Il y a des bonnes affaires à faire. Malheureusement, il y en a peut-être moins que ce que le public pourrait espérer aujourd'hui, parce que il y a beaucoup moins d'avions. Beaucoup de chaînes de vol de type charter ont été arrêtées. Les compagnies ont réduit également leur fréquence sur nombre de destinations touristiques, ce qui fait qu'effectivement, nous avons un peu de difficulté à obtenir les places. Ce voyagiste a ainsi été obligé de diviser par 3 son offre vers l'Égypte, pays le plus touché avec Israël par la fuite des touristes. Pour sortir du rouge, il a donc dû revoir son catalogue. Dans quelques jours, les offres les plus alléchantes concerneront l'Asie, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Des destinations plus rassurantes pour des voyageurs devenus assez craintifs. Aujourd'hui, on peut tout à fait aller passer des vacances extrêmement agréables en Égypte, en Tunisie, au Maroc, mais c'est vrai que les touristes recherchent des destinations qui donnent une image de sécurisation. Et pour rassurer leurs clients, les opérateurs n'oublieront pas de préciser que les chiffres de la sécurité aérienne en 2001 étaient bien meilleurs que ceux de l'an 2000. Le Conseil d'État vient d'annuler partiellement un décret qui autorisait la chasse aux oiseaux migrateurs à certaines périodes de l'année. Une décision mal ressentie par les chasseurs qui s'estiment une nouvelle fois victimes, comme le montre ce reportage d'Agnès Monteux et Frédéric Faure. Chez les Girards, on est charcutier et chasseur de père en fils. Joël n'a jamais voulu quitter la Somme pour une raison, pratiquer cette passion. Dès qu'il le peut, il s'éclipse. Tout est réglé sur la chasse. Je vois, il y a beaucoup de monde qui ne prennent même pas de vacances. Pour eux, ils consacrent tout leur temps libre pour la chasse. Vous, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de vacances? Moi, ça fait plus de 17 ans. Mais aujourd'hui, ils sont moroses. Grâce à des dérogations, ils pouvaient chasser avant le 1er septembre et après le 31 janvier, dates officielles de la chasse. Mais le Conseil d'État annule aujourd'hui presque toutes ces dérogations. Dans 6 jours, ils ne pourront plus tirer le canard roulois. On est vraiment abasourdi, on n'arrive pas à s'exprimer parce qu'une telle chose, c'est une aberration. Moi, je pense qu'il y a des chasseurs qui vont quand même, tout au moins la nuit, qui continueront à chasser. Hein. On ne peut pas leur donner tort. Vous seriez prêt à continuer à chasser? Pourquoi pas. Mais pour les écologistes, cette décision est normale. Elle ne fait que respecter des directives européennes pour protéger les oiseaux en période de reproduction. On a été relativement patient. Et c'est au gouvernement qui travaille actuellement de prendre effectivement les bonnes décisions, ce qui ne sera certainement pas une chose très facile. Le gouvernement devrait proposer rapidement un nouvel arrêté, un vrai casse-tête à l'approche des élections. Nul doute qu'il ne satisfera pas les chasseurs. À Nîmes, le procès d'un jeune automobiliste qui avait fauché un groupe de cyclistes il y a 2 ans, tuant 4 personnes. L'avocat général a requis 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, le jugement étant délibéré. Véronique Gaglione et Françoise Messou. L'accusé est resté prostré, abasourdi pendant toute la durée de l'audience. Il n'a pas cherché à minimiser sa vitesse le jour de l'accident. Il roulait vite, trop vite, lorsqu'il a percuté le peloton de cyclistes. Nous on était devant et on a bien vu qu'il décollait dans le virage. Hein. À l'entrée du virage, les routes derrière on faisait ça. On s'est retourné, nous on s'est dit, on n'a pas pensé aux cyclistes bien sûr, on s'est dit ça envoyait en l'air. Et puis quand on s'est retourné, le 26 février 2000 à 9h40, la voiture d'Alexandre Ballester aurait dû croiser tranquillement la centaine de cyclistes. Mais il les découvre au sortir d'une courbe. Il roule à plus de 130 km/h. 2 autres véhicules en face le font paniquer. Alors il vire à droite, à gauche, perd le contrôle et brise le peloton. 4 morts, 16 blessés dont 8 graves. Son avocat reconnaît aujourd'hui la vitesse excessive, mais s'interroge sur la responsabilité des cyclistes. Si vous prenez un petit virage dans une petite rue départementale, vous pouvez vous attendre à rencontrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cyclistes. Mais si vous devez tomber sans vous y attendre au peloton du Tour de France,
vous allez avoir des problèmes, vous, moi, comme Alexandre Ballester. Chaque fois qu'il y a des morts, ils ne sont pas forcément en peloton. C'est par un, c'est par deux, voire par trois, mais pour autant, là, on ne dit rien. Mais là, il y en a eu 4, il y avait un peloton, alors le peloton est gênant. 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, ont été requis contre le jeune conducteur, délibéré pour le 22 mars. Tirage au sort de l'Euro 2004 qui aura lieu au Portugal. Un tirage au sort plutôt favorable pour la France, tenante du titre, qui aura comme adversaire dans le groupe 1 la Slovénie, Israël, Chypre et Malte. La Corée du Sud qui accueillera la Coupe du monde de football au printemps prochain. La FIFA demande que soit interdite pendant cette période la consommation de chiens qui est un mets très recherché dans le pays. Une décision qui provoque la colère des restaurateurs. Manu Tissier. La ménagère l'accommode à toutes les sauces, bouillie, aux nouilles ou comme ici aux petits légumes. Le chien fait saliver le gourmet sud-coréen. Seulement voilà, le président de la FIFA, Sepp Blatter, ne veut pas en trouver dans son assiette. Les restaurateurs, regroupés en associations, défendent cette pratique culinaire. Nous voulons réglementer la vente de viande de chien afin que les consommateurs la mangent comme ils mangent du bœuf ou du porc, sans préjugés, sans appréhension. Brigitte Bardot s'est même émue du sort réservé aux chiens et des méthodes d'abattage barbares, dit-elle. Mais sur place, on se retranche derrière la tradition. Vous savez, nous ne mangeons pas des chiens de compagnie, mais des chiens spécialement élevés pour cela. Comme en 1988, lors des Jeux Olympiques, le gouvernement devrait demander aux restaurateurs de retirer la viande de chien des menus pour ne pas laisser aux visiteurs un goût amer. Et le démontage de la Grande Roue, place de la Concorde, a commencé avec la mise en place d'une immense grue qui permettra d'aller plus vite et de s'attaquer à la structure et aux rayons de la roue. Déjà, les nacelles ont été enlevées, les semi-remorques font de nombreuses rotations. La roue sera entreposée en Seine-et-Marne provisoirement. Le salon de la lingerie avec un engouement très marqué pour l'hyperféminité des deux sous-chics, Marie-Pierre Samitier, Bernard Connor. Dans les filets du hard rock, des matières en microfibre, aussi discrètes qu'une seconde peau. Et cette année, les tissus en microfibre sont souvent rebrodés, ici en forme de roseau. On fête le retour de la guêpière pour cette ligne baptisée la parisienne. Tout se conjugue au plus que féminin avec cette collection sortilège chez Obad en dentelle de Calais. Les acheteurs viennent du monde entier pour trouver cette corsetterie française que les japonaises et même les scandinaves ont adoptée. Jusque-là, c'était des femmes très féministes, qui ne voulaient pas de soutien-gorge et tout. Et grâce au soutien-gorge français, à tout ce qui sort de la France, en fait, elles redeviennent féminines. Nous vendons beaucoup de soutien-gorge, de gros jartelles. Cette dame vient chercher pour sa boutique à Brive-la-Gaillarde les modèles qui vont sans doute plaire à ses clientes. Alors j'ai sélectionné cette collection-là. J'ai sélectionné également cette collection-là. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est très féminin. Ce sont les détails les plus raffinés que l'on recherche, comme ces brandebourgs en forme de boucles dorées ou encore les broderies de la dernière génération. Dans les matières, on utilise en ce moment beaucoup donc de broderies ou alors de guipures comme celle-ci. Cette guipure en rouge, vous voyez, qui est en fait quelque chose de différent. C'est de la broderie mais dans lequel en fait, par un procédé chimique, on a fait disparaître le fond. Aucun doute, l'effet Moulin Rouge est bien là. Le film d'Hollywood va redonner aux Parisiennes le goût de la féminité. À New York, la BD au secours de l'Amérique. Après les attentats du 11 septembre, les nouveaux héros de bande dessinée sont les pompiers, comme le montre cette exposition à Manhattan. Jean-Jacques Dufour. Pour rendre hommage aux nouveaux héros américains, les sauveteurs du World Trade Center, les dessinateurs de BD se sont largement inspirés du travail des photographes et notamment des clichés de Tom Franklin. Quand la réalité dépasse la fiction, on n'imagine plus, on reproduit. Exposés dans le musée des soldats du feu, ces dessins, résultats d'un travail collectif, ont également été regroupés dans une bande dessinée intitulée justement « Héros ». Les dessins sont simples, le message est concis et finalement l'ensemble est assez efficace. Et puis je pense que ce travail est très émouvant, c'est d'ailleurs pour cela que je voulais qu'il soit exposé chez nous.
Les bénéfices de la vente de cette BD vendue 4 € seront bien évidemment remis aux familles des victimes de l'attentat du 11 septembre. Musique avec deux univers apparemment opposés. D'un côté les Rita Mitsuko, de l'autre l'orchestre symphonique Lamoureux. Une cohabitation plutôt réussie le temps de quelques concerts. Claude Crespo, Alexandre Delaval. Pour elle, drapé blanc et mauve. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis soufflée, moi. J'ai couvert jusqu'aux Champs-Élysées. Frac et gilet brodé pour lui. Les Rita Mitsuko se sont mis sur leur 31 pour jouer avec cette formation symphonique. À l'origine de cette association, l'orchestre Lamoureux lui-même. Son chef aime les cocktails détonnants. Ça permet d'aller un peu dans leur folie, d'aller dans leur démesure. Et je trouve qu'avec avoir un orchestre symphonique autour de ça, c'était tout à fait adapté. Et face à cet ensemble de 45 musiciens, les Rita ont joué le jeu, sans timidité. On était flattés, on était intéressés, puisqu'on aime les aventures, les choses qui changent. Et qu'en plus, une fois qu'on s'est dit oui, on fait une petite sélection de certaines chansons qui vont bien avec un style comme ça, très orchestral. Et c'est très excitant, on était ravis, quoi. Où sont-ils donc, tous ces pays dont on nous parle dans la chanson? Ils sont ailleurs, très loin d'ici. Et Charles Trenet plus les Rita, le public apprécie. L'originalité était vraiment présente ce soir. C'est bien, ouais, vraiment bien. Une bonne soirée, bien agréable, bien sympa. Je pensais qu'elle était un peu plus déjantée. À Paris, c'est si joli quand on regarde en l'air. Encore un seul rendez-vous rock orchestre symphonique dimanche à Paris. Extraordinaire. Peter Brook nous fait voyager depuis plus de 40 ans d'un monde à l'autre, de l'Inde à l'Afrique du Sud. Au Théâtre des Bouffes du Nord, il met en scène cette saison un auteur britannique peu connu des Français, une production exceptionnelle. Michel Strulovici, Diane Richard et Patrick Voix. Il dort sur ton lit. Peter Brook, c'est tout d'abord ce regard pétillant d'intelligence et de tendresse sur les hommes et sur le monde. La porte n'est pas bien fermée. Je suis allée dehors. Dans la vie, et comme ici en répétition, Peter Brook est un explorateur qui partage ses découvertes et son amour des textes. Pourquoi y avait-il tant de sang? Oui, tu vois, ça c'était juste là. Tu as sorti le dernier mot qui compte. Sang. Très souvent. Peter Brook est une surprise, c'est un homme léger en apparence, très gracieux même je dirais, qui ne s'appesantit jamais, qui est ennemi de toute lourdeur, mais de cette légèreté naît une profondeur qui lui est très particulière. Aujourd'hui, c'est un auteur britannique, Caryl Churchill, très célèbre outre-Manche, inconnu en France, qu'il nous révèle. Nous voici plongés dans le chaos universel, dans ce monde où la guerre et le crime sont la norme, où même les animaux combattent les hommes aux côtés d'autres hommes. Les chats sont passés du côté des Français. Mais nous ne sommes pas vraiment contre les Français. Ce n'est pas comme si c'était des Marocains et des fourmis. Pas comme des Canadiens, des Vénézuéliens et des moustiques. Des vendeurs de voitures. Des vendeurs de voitures portugais. Des nageurs russes. Des bouchers thaïlandais. Des dentistes lettons. Ah non. Les dentistes lettons ont fait un bon travail à Cuba. C'est un monde où les défilés de mode sont rythmés par des marches funèbres, car ici le concours du plus beau porteur de chapeau implique le massacre des concurrents non retenus. Le théâtre politique, c'est ce qui éveille chez le spectateur une méfiance vis-à-vis du mensonge universel et le courage de faire face aux contradictions dans lesquelles nous sommes plongés tous les jours. Peter Brook continue d'enrichir notre regard sur le monde. Avec art, il nous rend plus vigilants. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Un 5e cas en France de la forme humaine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La jeune femme âgée d'une trentaine d'années a décidé de porter plainte contre l'État pour empoisonnement.
Le général de Sarès condamné symboliquement, une amende de 7 500 € pour son livre témoignage sur la torture en Algérie. Le général de Sarès a décidé de faire appel. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route, Valérie Maurice, 20h50, boulevard du Palais, 0h20, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit un botaniste, Patrick Blanc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.